C'est ouf, les gars, parce que j'ai exactement dit la même chose dans mon analyse du chapitre. Donc, ça fait plaisir. qu'ils Non, mais je plains. Franchement, les gens qui aiment pas le côté cartoonesque de Luffy, je les plains de ouf. Parce qu'en vrai, je comprends, tu vois. Eux, ils veulent un Luffy badass, etc., etc. Après, on en a plein des persos badass. Donc, le fait que ce soit le personnage principal, tu vois, ça me dérange pas, moi. Au contraire, le fait qu'il fasse ça, ça me tue, wesh. Il est là, il nous fait gaulerie dans des combats. En vrai, il prend aucun. Je vous ai dit, les gars. Plus jamais il y aura de sérieux dans One Piece au niveau des combats. Et ça me tue. Ça m'extermine. Le fait que Saturne ait une endurance hyper longue, ça jouerait contre Luffy. Donc en fait, ouais, le côté, le point faible du Gear 5, c'est le point fort du gouvernement mondial. sera peut-être le moyen pour nous de la voir partir voyager dans Wano Kuni pour suivre les traces d'Oden comme elle le désirait dans ce même chapitre 1057. Et dans la review, c'est d'ailleurs exactement ce que je vous annonçais. Une mini-aventure se déroulerait sur Wano Kuni pour nous permettre de découvrir le pays des yeux de Yamato et peut-être découvrir des histoires et secrets cachés qu'Oda n'a pas pu expliquer pendant son arc. Donc, très content que cette théorie se confirme, cependant je ne peux pas m'empêcher de penser que cette mini-aventure ne servira pas qu'à la mettre en avant elle, car forcément il se passera des événements, de gros événements même. La dernière mini-aventure du Garma Double Six et l'impact immédiat qu'elle a eu dans l'histoire actuelle avec la capture de Pudding est une preuve formelle qu'Oda peut et veut tisser le reste de son histoire en utilisant le maximum de supports, dont les pages de cover. En relisant le chapitre 1057 mentionné plus tôt, je me suis souvenu que Luffy avait fait don d'un Jolly Roger à son effigie à Momonosuke pour faire de Wano Kuni son territoire et qu'en cas de besoin, la terreur qu'il incarne en tant que Yonko serait suffisant pour dissuader toute attaque ennemie. Je prédis alors l'attaque d'un ou plusieurs équipages pirates sur Wano Kuni qui se verra être défendu par Momonosuke et les fourreaux rouges, mais aussi Yamato combattant sous le drapeau des Mugiwara. On pense notamment à Barbe Noire qui viendrait récupérer Pluton, vous avez la ref. Il ne faut surtout pas oublier Pigman et Kaido qui, bien que censé être mort, ici sur Wano Kuni pourrait réapparaître brièvement, en tout cas Oda pourrait teaser leur survie comme il avait fait avec Pound, le père de Lola et Chiffon. Et pour finir, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une petite sensation que Bartolomeo pourrait venir ici sur Wano, peut-être parce que l'ancien utilisateur de son fruit du démon se trouvait ici même avant de mourir, je sais pas, mais vraiment je préfère poser une petite pièce dessus, comme ça s'il vient, j'aurai pas le somme de ne pas l'avoir dit. Vous aurez compris que j'ai trop hâte de découvrir le contenu de cette mini-aventure et de ce qu'Oda s'apprête à nous dévoiler. Et avec la révélation mondiale que s'apprête à faire Vegapunk dans ce chapitre et dans les prochains, peut-être que nous verrons la réaction des citoyens de Wano Kuni, dont Momonosuke et les autres, à travers cette mini-aventure. Alors, juste pour répondre à la mini-aventure par rapport à Barbe Noire, moi aussi, la première chose instinctivement que j'ai eue, c'est que justement Barbe Noire pourrait venir dans la mini-aventure pour prendre Pluton, tu vois. Mais le problème, c'est un truc, c'est la temporalité. Et en fait, Oda, dans les mini-aventures, il montrera jamais le futur. Il montre que ce qui se passe en même temps ou que ce qui s'est passé précédemment. Du coup, le fait que là, l'équipage de Barbe Noire vient tout juste de quitter l'île, on sait que Barbe Noire va pas pouvoir avoir l'info et va pas pouvoir prendre la route, etc. dans ce laps de temps. Tout dépend de savoir si Egghead va vite finir et qu'on aura, je sais pas moi, une ellipse de 10 jours en mode ils sont arrivés à Elbaf, tu vois, genre le trajet a pris 10 jours et pendant ce temps-là, Barbe Noire. Mais là, je pense que Egghead n'est pas tout à fait fini. Je pense qu'on en a encore pour quelques chapitres. La révélation de Vegapunk, le combat des Gorosei, la destruction du dôme, la réunification de l'équipage des Mugiwara, ouais, faire descendre le bateau, le robot géant. Donc il y a beaucoup de choses encore qui n'ont pas été réalisées et qui va pour moi prendre encore quelques chapitres. Franchement, au minimum, on est à, franchement, dans le meilleur des mondes, je dirais 4-5 chapitres, mais potentiellement il y en a 10, 15. Moi je pense cet été, voire... ouais, cet été, je pense qu'on aura fini Egghead, voire peut-être avant si on a vraiment de la chance. Donc à voir. Je lis un peu vos messages. Ah là là, je sens que je vais mettre un temps monstre à lire vos messages. Alors on continue. Tu as raison, ok, Deuxième Guerre mondiale, on en était là. Les rêves d'Oda sont monstrueux. C'est vrai que Oda, il est vraiment très très fort. Franchement, c'est ouf.
Même des petits trucs, des fois, tu te dis, on se demande si c'est fait exprès ou pas, tellement on dirait que c'est impossible à prendre, tu vois, enfin, à imaginer. Alors, parce que c'est pour. Alors, c'est pas pour rien que Shiryu a l'invisibilité et Vanaugure la téléportation, alors que pour moi, ça devrait être l'inverse. Personnellement, je pense comme ça. Non, je pense que là, pour le coup, je pense que t'as raison, pardon. C'est vrai, la téléportation pour Vanaugure, je comprends pas. Ah là là, mais imaginez Shiryu avec la téléportation. Mais imaginez, Barbe Noire, il change. Et il se dit, en fait, tiens, toi, c'est toi, Shiryu. Ouais, mais imaginez le pouvoir de Barbe Noire. Imaginez, il peut faire ça. Je pense qu'il peut faire ça, parce qu'il peut retirer des fruits. En fait, il fait ce qu'il veut, gros. Il peut manier son équipage quand il veut. S'il change de fruits, ce serait tellement lourd. Ce serait quelque chose, on s'y attendrait pas, tu vois. T'es là en mode, bah attends, il avait pas ce fruit-là avant, comment ça se fait qu'il a ce pouvoir-là? Et tout le monde se poserait la question alors qu'il y a une explication derrière. Je prie pour des petits trucs comme ça. Tu sais. Quand Oda fait parler son imagination et sa liberté, oh là là, c'est tellement lourd. Alors j'étais sceptique sur Naruto, jusqu'à vous ici, merci les rêves. Bah, je suis grave content que tu kiffes Naruto et je pense que tu vas pas regretter. Je pense que tu vas pas regretter. Je pense qu'on est tous unanimes dans le chat, les gars. Naruto, masterclass quoi. Masterclass, je crois que j'ai pas d'autre chose à dire que masterclass. Alors, s'il n'y avait pas Shanks, Kaido aurait pris le monde à lui tout seul, je pense. Ce n'est que mon avis. Je pense qu'il aurait pu essayer, mais que ça aurait été difficile, tu vois. Quand on voit par exemple que Luffy a réussi à battre Kaido, mais que là, il va pas réussir à prendre le Gorosei, on peut se dire Kaido aussi, peut-être il peut se taper en 1v1 contre un empereur et gagner, mais est-ce qu'il peut se taper contre tous les Gorosei, contre les chevaliers divins, Garling, tout ça, tu vois? Je sais pas, tout le gouvernement mondial avec la marine et tout, je pense pas. Mais, euh, mais il aurait pu essayer. Par contre, Big Mom et Kaido, je pense que oui, parce que le Gorosei eux-mêmes ont dit qu'ils représentent une menace pardon, en rapport avec leur puissance, quoi. Vous avez capté, hein. Je préfère One Piece et Bleach, mais bon, ça fait toujours du bien de découvrir de nouvelles horizons. Alors moi, j'adore One Piece, j'adore Bleach, j'adore Naruto aussi, évidemment. En vrai, moi, j'adore tous les mangas, tu vois. Après, c'est rare. En fait, moi, j'adore les mangas type narration, explication. Tu vois, manga sport, je suis un peu moins, mais ça m'arrive de regarder. Comme Captain Tsubasa, enfin, Olivier Tom pour la team FR. Il y a plein de trucs comme ça que je kiffe, tu vois, mais je suis team manga narration, tu vois. Attaque des Titans, Hell's Paradise et même, comment il s'appelle le mec à la tronçonneuse, j'oublie tout, Chainsaw Man, voilà. Pour les personnes qui... les mangas les plus récents, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, je kiffe, tu vois. Même Hunter x Hunter, j'aime bien. C'est celui que je préfère le moins de tous les gros mangas narration, mais je kiffe quand même. Alors, scénaristiquement, parlant de Big Mom et Kaido n'ont plus d'intérêt, sauf possiblement sur Elbaf pour diverses raisons. Scénaristiquement, ouais, c'est l'ancienne gênée. Après, là où je te rejoins moins, c'est parce que Big Mom a dit quelque chose de très précis, c'est qu'elle a des secrets du monde, c'est-à-dire qu'elle connaît des trucs. Par exemple, elle parlait de Roger, elle leur a dit, ouais, mais Roger, pourquoi tu nous as pas dit comment prendre le One Piece, etc. Comme si Roger les avait libérés un peu de l'emprise de Xebec. Même si dans les flashbacks, on voit que c'est pas vraiment ça, tu vois. Il y a eu quelque chose entre Roger, Big Mom, Kaido, etc. pour que Big Mom respecte jusqu'à ses derniers mots, entre guillemets. Donc, potentiellement, elle pourrait avoir des informations par rapport à ça. Après, les gars, j'en sais rien, on verra bien. Mais ça se peut qu'ils aient plus d'intérêt et qu'ils soient définitivement morts. Mais moi, j'ai de l'espoir. Comme connaissant Oda, s'il y a un truc que tu peux lui faire confiance, c'est que les morts, quand les gens sont vraiment morts, t'es sûr et certain qu'ils sont morts. Quand t'as le doute, souvent, c'est qu'ils sont pas morts. Des fois, t'es sûr et certain qu'ils sont morts, ils sont pas morts, tu vois. Donc, à voir. Alors, je suis d'accord, surtout que le manga prend une autre ampleur et accélère le rythme. Il y aurait jamais assez de temps pour reproduire Kaido et Big Mom. Et j'en vois pas l'utilité. Donc, t'es du côté de Kizomini, je te comprends. Je comprends parfaitement et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément l'utilité. Après, rappelez-vous d'Oda, il veut rassembler le monde entier dans la guerre mondiale et potentiellement ça pourrait aussi équilibrer les forces parce que comme je l'ai déjà dit, on a toujours d'un côté des personnes ultra puissantes, c'est-à-dire Luffy, Shanks,
Enfin, Luffy équipage, Shanks et son équipage et sa flotte même, je pourrais dire. Luffy et sa flotte aussi. On a aussi Dragon et les révolutionnaires, les pays alliés à Dragon. On a tous les autres, les supernovas, les personnes qui seront habilitées à rejoindre Luffy, tu vois, des personnes comme on s'en doute pas, comme par exemple la Grosse Guilde, ou même par exemple, je sais pas, Katakuri, tu vois. On sait que dans la manière de penser, c'est quand même quelqu'un qui est plus proche de la méthode de pensée que Luffy, Vous avez capté. En gros, il y a plein de personnes comme ça, potentiellement Law, qui pourraient être hyper forts et revenir très très fort après. Énormément de personnages auxquels on s'attend pas, tu vois. Même, je veux dire, tous les alliés, toutes les îles qu'il a visité Luffy, c'est des alliés, tu vois. Sans compter les armes antiques, sans compter tout ça, tu vois. Si tu mets tout ça dans un paquet, en face, t'as que le gouvernement mondial, la marine et les chevaliers divins. Donc, Gorosei, chevalier divin, la marine... On a vu que là, il y a la marine plus le Gorosei et qu'il n'y a que Luffy, tu vois. Là, s'il y a Shanks Dragon, je peux te dire, il n'y a personne qui survit du côté de la marine et des Tenryubito. Vous avez capté. Donc, Big Mom, Kaido en zombie, je sais pas, ou même normal, tu vois. Même, je vous l'ai dit, les gars, le fait de reformer les Rocks, ce serait tellement lourd. Scénaristiquement, moi, je trouve qu'il y a encore un potentiel. Je dis pas que c'est ultimement nécessaire, mais je dis qu'il y a un potentiel. Alors non, Naruto beaucoup mieux que Bleach, mon avis. C'est ton avis, frérot. Naruto beaucoup mieux que Bleach. Je préfère Naruto personnellement. Je suis assez d'accord. Beaucoup mieux, je sais pas, parce que Bleach m'a quand même choqué dans plein de choses. Hein. Je pense que c'est plutôt ces problèmes de burn-out qui ont freiné les épisodes, ou même le fait qu'il y ait des fillers, c'est-à-dire des épisodes qui n'ont rien à voir, tout ça, tu vois. On connaît ça, donc forcément ça a peut-être freiné un petit peu l'expansion de Bleach, mais non, il y avait vraiment un très beau potentiel, un très gros travail sur les pouvoirs, l'explication, il y avait vraiment une cohérence dans tout ça, donc non, franchement, Bleach masterclass quand même. Après, mes préférences Naruto, voilà, parce que Naruto, c'est tout. Alors c'est vrai que OP accélère de fou, ouais, mais je pense que ça accélère de fou, mais Oda nous a prévenu, en mode, vous avez capté, ça fait un moment déjà depuis Wano et tout, il a montré son envie de terminer rapidement. Je crois qu'il a dit dans une interview, il a dit j'aimerais finir One Piece dans 3 ans, mais je me connais, j'arrive pas à tenir les délais, donc forcément ça va durer, je pense, 5 ans. Et honnêtement, personnellement, je pense que ça va durer plus longtemps. Je sais plus quand il a dit ça, mais là on doit être à pas loin d'être 3 ans, ouais, je crois que c'était à 2 ans qu'il avait dit ça. Donc on attaque la 3e année. Logiquement il resterait 3 ans pour One Piece, je pense que il va faire... Non, je pense One Piece, ça va finir à 30 ans. Hein. 30 ans de One Piece dans 4 ans, je pense que ce sera fini 4-5 ans, ouais, environ. Donc on continue la vidéo et je reprendrai les commentaires avec vous tout à l'heure. On commence et nous rentrons dans le vif du sujet, mais avant ça, n'oubliez pas que le meilleur moyen pour aider la chaîne, c'est de liker les vidéos si elles vous plaisent et de vous abonner. Wesh. Merci à ceux qui le feront. Votre impact est colossal dans mon évolution, je vous le jure. Souvenez-vous, la semaine dernière, Vegapunk ça coûte rien, frérot. Ça m'a pris littéralement 5 secondes. N'hésitez pas à faire la même chose sur la team YouTube, les frères. Ce nouveau chapitre pouvait alors potentiellement être celui qui allait nous annoncer le nom de l'ancien royaume, clé de tout d'après Clover, ou encore des secrets sur le siècle oublié que nous n'avons pas. Heureusement, Oda rallonge notre sentence de 2 semaines, oui parce qu'il y a une pause la semaine prochaine, et ce 1109e chapitre ne sert qu'à préparer le monde à écouter ce message. 10 minutes. Vegapunk laisse 10 minutes au monde pour faire leur préparatif. Comme à son habitude, Oda utilise sa carte Joker du timer dans son arc, qui le fait quasiment partout, hein, et cette décision de ne pas tout dire là maintenant chamboule pas mal les plans, au point que toutes les révélations autour du siècle oublié que l'on imaginait ne seront peut-être pas faites. Car 10 minutes, ça laisse le temps aux antagonistes et donc au gouvernement mondial de trouver un plan pour contrer le message de Vegapunk. Et la preuve avec la fin du chapitre, les 5 doyens semblent se rassembler sur Egghead. Alors on en parlera juste après, mais c'est effectivement à prendre en compte. Sinon pour le reste, eh bien j'ai globalement 3 choses à noter. La première, c'est que l'électrocardiogramme ne donne plus aucun signal, donc Vegapunk serait bel et bien mort. La deuxième chose concerne cette fois l'escargophone capable de live stream le message au monde entier sans pouvoir l'arrêter. Alors pour ceux qui ont une relativement bonne mémoire et surtout qui ont vu le film One Piece Red, ça doit vous parler puisque c'est exactement le prototype qu'a utilisé Uta pour communiquer à travers le monde entier. Ce qui veut dire qu'Oda avait prévu au moment de One Piece Red d'utiliser le scénario d'un message diffusé au monde entier tout en étant relié à Vegapunk, puisque oui, le sigle SSG que vous pouvez voir sur l'escargophone d'Uta signifie Special Science Group, groupe auquel appartient Vegapunk.
Oui, sans être non plus incroyablement important, Oda utilise bien les films pour teaser certaines parties de son histoire. Et troisième chose, non des moindres, nous pouvons voir une grande partie du monde et des alliés que Luffy s'est fait au fil de l'aventure. D'anciennes têtes bien connues font leur réapparition, les révolutionnaires sont également très attentifs, en bref, on voit le monde, voilà. Mais un petit détail m'a quand même fait sourire, puisque vous savez aussi bien que moi que la communauté One Piece attend une guerre finale à la fin de son œuvre. Une guerre supérieure à Marineford, Onigashima ou même Egghead. La bataille opposant pirates et révolutionnaires contre marine et gouvernement. Eh bien, voir Rebecca continuer à s'entraîner avec Kyros sur Dressrosa alors que son pays n'est plus vraiment en danger m'a donné la sensation bête mais concrète que le monde se prépare à quelque chose. Personne ne vit avec la paix tant que le gouvernement règne. Surtout Ça c'est ouf les gars, parce que j'ai exactement dit la même chose dans mon analyse du chapitre. Donc, ça fait plaisir. que Rebecca n'aimait pas le combat, du moins elle ne voulait blesser personne. Donc cette combativité ne fait que, à mon humble avis, teaser de l'ampleur vraiment mondiale pour le coup qu'aura la prochaine et dernière grande guerre. Le dernier chapitre a beau avoir fait beaucoup de bruit pour les révélations que Vegapunk s'apprêtait à faire, soyons honnêtes, la vision d'un Luffy géant empoignant à la fois Kizaru et Saturne est absolument incroyable et heureusement nous avons la suite du combat dans ce chapitre. Enfin, heureusement non, pas pour tout le monde, en particulier ceux qui ne sont pas fans du Gear 5 et son aspect cartoonesque, puisqu'avec sa nouvelle technique Down cymbale, Luffy écrase Kizaru et Saturne et les catapulte le plus loin possible. Si on peut douter de la puissance de cette attaque, l'explosion provoquée par la collision de Kizaru... Non mais je plains, franchement les gens qui aiment pas le côté cartoonesque de Luffy, je les plains de ouf. Parce qu'en vrai, je comprends, tu vois. Eux ils veulent un Luffy badass, etc., etc. Après on en a plein des persos badass, donc le fait que ce soit le personnage principal, tu vois, ça me dérange pas moi. Au contraire, le fait qu'il fasse ça, ça me tue, wesh. Il est là, il nous fait gaulerie dans des combats, en vrai il prend aucun... Je vous ai dit les gars, plus jamais il y aura de sérieux dans One Piece au niveau des combats. Et ça me tue, ça m'extermine. avec un navire de la marine prouve bien que malgré l'aspect bien Looney Tunes, bien Tom and Jerry, il y a une vraie conséquence dans son attaque, une vraie létalité. D'ailleurs Kizaru, lui, il en peut plus, il a vraiment jeté l'éponge. Chaque fois qu'il va fermer les yeux, Luffy va apparaître tel son pire cauchemar. Le traumatisme est vraiment terrible pour lui. Dommage car pour le coup son attaque Yazakani no Magatama tirée depuis ses yeux était vraiment stylée. Et Ouais, j'avoue, j'ai kiffé moi. L'utilisation de son fruit, mais bon, Luffy est désormais trop puissant, désolé pour toi mon ref. Mais le sera-t-il pour combattre tous les dieux du monde? Saturne est absolument insensible aux attaques de Luffy et parvient même à contrôler sa trajectoire pour revenir. Ça c'est stylé, je l'ai dit la même chose. Au même moment, les 4 doyens restés sur Marie-Joise communiquent avec Saturne par télépathie, l'informant de la gravité de la situation et des conséquences que pourrait avoir le discours de Vegapunk au monde entier. Alors que la présence sur Terre d'un seul membre du Gorosei était déjà un événement exceptionnel et mondial, le dieu guerrier de la science prend la décision d'invoquer ses confrères de Marie-Joise sur Franchement, c'est ça. C'est ainsi que le Gorosei se retrouve au complet face à Luffy, concluant ce chapitre 1109 de One Piece. On n'a pas eu l'information sur l'histoire dont on attendait, mais on y gagne, on change. Le Gorosei au complet contre Luffy, c'est un événement exceptionnel et comme j'aime le dire, c'est un scénario qu'on n'aurait jamais osé imaginer il y a quelques années. Qu'est-ce que prépare Oda pour le prochain chapitre? Que pouvons-nous imaginer ou théoriser dans cette alliance absolument démoniaque des 5 doyens? Ça sera les prochains sujets de toute cette review, donc préparez-vous bien. Alors si nous nous attendions à absolument tout dans ce chapitre, excepté l'apparition de tout le petit groupe de vieux en plein centre d'Egghead, il faut croire que votre cher serviteur a tout de même perçu brièvement le futur lors de sa review du chapitre 1106. Oui. Quand je répondais à une question sur le futur de Saturne, je théorisais sur son possible retour sur Marie-Joise à travers son cercle d'invocation et l'utilisation de ces fameux pentagrammes par le reste du Gorosei. De plus, il n'a même pas l'air d'avoir besoin de bateau puisqu'il s'est déplacé sur l'île grâce à une invocation. À tout moment, il peut retourner sur Marie-Joise avec ses objectifs à travers le portail démoniaque qu'il a créé, tu vois, ou je sais pas, une invocation avec tous les autres Gorosei. Bref, dans tous les cas, je pense qu'il va réussir à faire certains trucs. Pour être tout à fait honnête, ça me paraissait si fou à la limite de l'improbable que j'ai lâché ça avec une nonchalance exceptionnelle. Ouais, il a été chaud en vrai. Ça, là, en pleine guerre. Non, et pourtant. Leur présence ici se justifie concrètement par une seule chose. La situation devient incontrôlable pour Saturne sur Egghead et la diffusion imminente de la vérité sur le monde dans 10 minutes force le reste des doyens à agir là maintenant. Vous savez bien que j'ai très peu confiance dans le succès du gouvernement mondial en général, j'entends par là que chaque mission qu'il mène se termine inévitablement en un échec cuisant, un fiasco comme on aime dire ici. Toutefois, je
pense que pour une fois, ça sera un petit peu différent sur Egghead et la présence des 5 voyants au complet permettra d'atténuer la révélation que Vegapunk s'apprête à faire. Peut-être en détruisant la source du message vidéo et empêchera alors peut-être la révélation du nom de l'ancien royaume. Oda, à travers les révélations de Vegapunk, pourrait alors bel et bien nous dévoiler un tas de choses, sauf le principal, le fameux nom de l'ancien royaume, que le Gorosei aura quand même réussi à empêcher à E5. Peu importe, il faut vraiment que les 5 doyens n'échouent pas à cette mission, déjà pour moi parce que j'ai pas envie d'avoir trop de révélations maintenant, mais aussi et surtout parce qu'ils représentent quand même les ennemis finaux de One Piece. Oda ne peut pas les mettre systématiquement en déroute. S'ils ne réussissent strictement aucune mission, leur mythe sera détruit, leur menace sera réduite à néant. Ils n'inspireront plus rien qu'une bande d'incapables, aucun danger. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire et si vous partagez mon avis, mais peu importe qui ils ont en face d'eux, Luffy ou non, ils doivent se montrer plus compétents qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. Et dans le cas où même la présence des 5 doyens au complet ne parvient pas à gérer l'événement d'Egghead, il reste une personne qui n'a pas encore été trop mal exploitée, et c'est Imu. Si Imu en personne venait à débarquer sur Egghead, une île qui se veut être inspirée par l'ancien royaume, qu'elle et 19 autres royaumes ont rasé lors du siècle oublié il y a 800 ans. Même si ça paraît fou, comme l'invocation des 5 doyens paraissait improbable il y a quelques chapitres, on pourrait trouver des justifications sur l'apparition d'Imu sur Egghead. Le timer de 10 minutes est la principale raison venant à me faire penser une telle chose. Généralement ça veut tout dire, si Oda fait un timer précis, alors ça signifie qu'on devra y aller jusqu'au bout, et donc que l'arc va encore durer plusieurs semaines et mois, et donc que le Gorosei au complet va galérer pendant 10 minutes complètes à arrêter la diffusion. Ce n'est qu'au dernier moment, à la dernière seconde, qu'Imu apparaîtrait pour faire le travail que ces 5 gardiens n'ont pas réussi à faire. Ou bien ce sont les 5 doyens qui auront besoin de combiner leurs forces pour l'invoquer, ce qui serait peut-être encore plus épique et dramatique. Imu pourrait aussi affronter Nika, ce n'est pas une blague, Luffy est indéniablement trop fort pour un seul Gorosei, à en juger l'aisance avec laquelle il contrôle Saturne. On pourrait penser que les 5 doyens à la fois seraient trop pour lui, ce qui est je pense totalement vrai, mais il ne faut surtout pas oublier qu'ils viennent non pas affronter Luffy, mais bien pour arrêter la diffusion du message. Lorsqu'ils arriveront, les 4 autres doyens s'éparpilleront. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc il y a des trucs où je suis pas du tout d'accord, mais c'est que mon avis, les gars, vous connaissez la chanson. Déjà, juste la dernière chose qu'il a dit par rapport à Luffy, le fait que Luffy n'est pas capable de combattre Saturne. Enfin, plutôt que Saturne n'est pas capable de combattre Luffy. Là, je suis pas du tout d'accord, parce que peut-être que Saturne n'a pas montré une grande menace en termes de puissance, mais en termes d'endurance, c'est une menace énorme. On sait à quel point le Gear 5 est très... ouais, il prend énormément d'énergie à Luffy. Donc juste le fait que Saturne ait une endurance hyper longue, ça jouerait contre Luffy. Donc en fait, le côté, le point faible du Gear 5, c'est le point fort du gouvernement mondial. Donc même si Saturne, effectivement, est moins fort que Luffy en termes de puissance brute, en termes de level, il pourrait très facilement prendre le dessus sur Luffy à cause de cette petite... de ce petit argument, on va dire ça comme ça. Et aussi, je voulais ajouter un truc, c'est que, rappelez-vous ce que le Gorosei a dit, il a pas dit Saturne, tu es trop faible pour affronter Luffy, il a dit Saturne, on n'a pas le temps. Donc ça, c'est une information qu'il faut prendre en compte, parce que pour moi, si Luffy, plutôt si le Gorosei a décidé de venir, c'est parce qu'ils avaient que 10 minutes pour mettre entre guillemets en déroute Luffy et détruire le labo face. Deux choses qui sont difficiles parce que le labo face protégé par un dôme, dôme qui est quand même résistant, c'est pas quelque chose qu'ils vont avoir une facilité à détruire parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes. Ils ont parlé de la puissance du dôme, la puissance du bouclier qui est à 100%, etc. Donc c'est compliqué à y aller, tu vois. Donc juste ça va mettre du temps. Ensuite, pour en parler, vu que j'en parle là maintenant, oubliez pas qu'il y a le navire, il y a les Mugiwara, donc le Usopp, Brook, Zoro aussi, Chopper et aussi les autres Vegapunk qui sont sur l'île. Donc l'île qui doit être détruite, il y a des Mugiwara dessus. Donc pareil, là il va y avoir une interrogation par rapport à ça. Et on peut forcer de constater, là, ce qui va se passer, ça va être légendaire. Donc là, les Mugiwara sont absolument pas tirés d'affaire. Les seuls qui sont tirés d'affaire, pour moi, c'est ceux qui sont sur le bateau. Mais bon, c'est pas une certitude non plus. Et pour terminer, Imusama, j'ai du mal à croire qu'elle va être invoquée, même si ce serait grave cool et tout. Je pense que là, déjà, Oda, il révèle beaucoup de choses et que Imusama, il va le révéler pour le combat final. Je pense que ça sert à rien de le révéler maintenant, alors qu'il y a déjà plein de révélations qui vont arriver, comme par exemple les fruits, les potentiels fruits de chaque membre du Gorosei, les potentiels numéros qu'il y a sur chaque cercle d'invocation qui pourraient montrer la hiérarchie. Il y a aussi...
la puissance, tu vois, la puissance des Gorosei. Est-ce qu'ils se valent tous? Est-ce qu'il y en a plus forts que d'autres? Est-ce qu'ils ont des attaques combinées? Est-ce que, tu vois, il y a plein de trucs qui fait que Oda n'a pas forcément besoin de ramener Im-sama jusqu'à maintenant. Et je pense que ça suffit pour l'instant. Sur Egghead pour trouver Et, euh, et je viens de voir ton petit message qui se 10 minutes chez Oda, ça serait plusieurs chapitres et 1 heure c'est chez Fantôme. C'est exactement ça. C'est exactement ça. 10 minutes chez Oda, c'est 10 fois plus chez Fantôme. 1 heure, t'es gentil. du Bande message de d'enfoirés. Vegapunk qui peut Ça y est, je faire speed, un je vrai speed. carnage en tuant.